Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, Michael Le Lotus, avec vous sur la radio du Lotus, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Mickaël et bonsoir aux auditeurs. Alors ce soir nous allons parler du spiritisme, comme souvent d'ailleurs sur la radio du Lotus. C'est pas une radio spirit de base la radio du Lotus, mais c'est une radio justement où l'on parle de tout sujet concernant la spiritualité. Donc le spiritisme tient une place importante. Donc voilà, et pour ce faire, eh bien ce soir je suis vraiment ravi de recevoir Jacques Pécat. Bonsoir Jacques. Bonsoir Michael, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bienvenue Jacques. Ça fait très plaisir de parler pour une première fois sur votre radio qui est très spécialisée sur la spiritualité. Donc, Oui, c'est vrai. Mais ça fait longtemps, hein, Jacques, en plus que je voulais que vous veniez. Je me suis dit, tiens, ça serait sympa. Depuis 2000, que je disais avec Jean-Claude Carton, on écoutait les émissions sur Ici et Maintenant. Et puis voilà, c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Et vous avez fondé le Cercle Spirit. Il faut le dire, vous êtes président du Cercle Spirit Alain Kardec de Nancy. Mais en fait, finalement, il a plusieurs antennes. Il y a Nancy, oui. Paris, Belfort, c'est ça, hein. Oui, Toulouse, Montpellier, voilà. Lyon, Besançon. Donc, on va en parler toute la soirée. Je tiens à remercier également notre ami Jean-Marie Le Gall qui nous écoute, parce que c'est aussi Jean-Marie qui m'a bien aiguillé pour qu'on se contacte, Jacques. Donc vraiment merci à lui. Alors Jacques, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre parcours, mais surtout comment vous avez connu le spiritisme? Comment est-ce que c'est venu dans votre vie? Oui, alors là, il faut remonter en 1974, oui. Où j'étais surveillant dans une école, un internat, une école privée, là où j'ai rencontré un autre surveillant, Michel Pantin, avec qui nous avions des discussions philosophiques, voire spiritualistes, mais où nous n'étions pas d'accord finalement sur beaucoup de choses, et que à force de discussions comme ça, depuis le mois de septembre jusqu'au mois de février, il entend parler, lui, du fait qu'on pouvait communiquer avec l'au-delà avec une petite boîte d'allumettes et un alphabet. Bien qu'il avait un peu quitté toute forme de croyance, il a été curieux autant que moi, et nous avons décidé de tenter une séance avec cette boîte d'allumettes et cet alphabet, et ça a tout de suite fonctionné, c'est-à-dire que j'ai vu son doigt se mettre alors on a chacun un doigt, l'index sur la petite boîte d'allumettes, et j'ai vu son doigt se mettre à trembler et à se diriger vers les lettres. Et j'ai récupéré de mémoire les quelques mots qui passaient, et qui, la toute première fois, ont donné une phrase. Béatrice Hubaut, guillotinée en Vendémiaire. Voilà, c'était le message. Il n'y avait que ça. Et ça a été notre toute première expérience qui nous indiquait déjà, enfin ça on l'a compris plus tard, que Michel avait une sensibilité particulière et qu'il s'est révélé ensuite un excellent médium. Alors ça a été le premier prémisse en fait de cette médiumnité qu'il n'avait jamais soupçonnée, même s'il avait sans doute une grande sensibilité, mais qui ne s'était jamais déclaré au niveau des phénomènes dans toute sa jeunesse. Cette première fois où c'est arrivé, il avait l'âge de 19 ans, et ça a été quand même, ça a été la surprise pour lui comme pour moi d'ailleurs, de se dire, tiens, la mort peut communiquer. Voilà, c'était vraiment notre première expérience. Et dans la même soirée, bon, on recommence 5 minutes plus tard, et arrive un autre esprit. En fait, je posais les questions. Hein, j'ai dit, bon, quel est ton nom? Oui. Samson Charles. Je dis, quel était ton métier? Il répond, bourreau. Ça s'arrête là, et puis on découvre, on cherche dans le dictionnaire, on se rend compte que le deuxième était le bourreau de la première, en quelque sorte, puisque c'était la famille des Samson qui était bourreau de père en fils, et donc celui-ci bourreau de la Révolution. Voilà la toute première expérience. Et après, ça a continué.
D'accord. Ça a continué très rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était assez rudimentaire la manière de communiquer et ça a fonctionné quand même justement avec les allumettes. Ça a fonctionné parce que Michel, en réalité, était médium et Oui. ne le savait Oui, pas. oui. Et que ça a fonctionné donc tout de suite très rapidement. Alors peut-être que contrairement à d'autres, il avait une médiumnité suffisamment forte, peut-être plus forte que la moyenne, que d'autres médiums, faisant que ça a pu produire quelque chose tout de suite. Alors que chez un certain nombre de médiums, on voit qu'on est obligé de réaliser des séances expérimentales répétées, que l'on fait en général toutes les semaines, avant qu'un esprit puisse commencer à se manifester, avant d'avoir un premier résultat. Alors que dans le cas de Michel, c'est arrivé tout de suite. Ensuite, mais au début, vous vous êtes demandé ce que c'était, parce que pour mettre les mots spiritisme, ça va pas être simple quand on connaît pas du tout au départ, finalement, pour démêler tout ça. Nous n'avions pas du tout le vocabulaire. Voilà, c'est ça, la notion. Oui. Mais c'est arrivé peu de temps plus tard, parce qu'on a eu une manifestation très particulière, dans un langage très particulier, disant ceci. Alors là, on est quelques jours plus tard. Mercredi, jour de Mercure, ou vendredi, jour de Vénus, vous irez sur ma tombe, vous apporterez des fleurs, je serai là, signé Allan Kardec. Et bon, ça a été là un peu la grande révélation qui nous a permis de mieux comprendre ce qui nous arrivait. Et donc, nous nous sommes rendus dès le mercredi au Père-Lachaise. Nous avons demandé au gardien s'il y avait un certain Allan Kardec et il nous l'a confirmé puisqu'il est très connu, évidemment, sa tombe est très connue. Et puis, on a découvert qu'une tombe très fleurie. Il paraît, elle est toujours fleurie toute l'année, c'est ça, Jacques? C'est ce qu'on dit. Ah ben c'est la plus fleurie du Père-Lachaise. Il y a toujours des gens qui apportent. Oh, c'est souvent, c'est souvent ou parfois par superstition, où des gens viennent déposer des fleurs, se recueillent sur sa tombe en faisant un vœu particulier pour réussir un examen ou pour autre chose. Bon. Alors ça, voilà, et des fois sans connaître le personnage. Alors bon, ça a été une révélation pour nous, bon, de découvrir cette tombe sur laquelle on nous avait entraînés par un message. Et puis, par la même occasion, on s'est dit, bon, ce monsieur a dû écrire des livres, parce qu'il a l'air quand même d'être tout à fait connu, du fait évidemment de toutes ces fleurs qui sont sur sa tombe, c'est qu'il n'est pas oublié. Et puis, en plus déjà, on voit sur le fronton du dolmen, naître, mourir, renaître encore, évoluer sans cesse, telle est la loi. Et là, je dis à Michel, ça nous indique la réincarnation. Lui n'y croyait pas du tout à ce moment-là. Puis moi, comme j'avais été baigné un petit peu dans l'ésotérisme, bon, ça me parlait. Et puis, donc, en sortant du cimetière, on est allé directement à la plus grande librairie de l'époque chez Gibert, et on a trouvé le livre des esprits et le livre des médiums. D'accord. Mais nous avons dévoré. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, vous devez l'avoir lu aussitôt, voilà quoi. Et là, on a compris un peu mieux ce qui nous arrivait. Et on a aussi compris d'autres phénomènes qui sont arrivés dans les premiers jours, des phénomènes plus physiques, dont celui-ci, une apparition en plein jour dans la forêt, où un matin, on part en voiture. On était à Montfort-l'Amaury, pour ceux qui connaissent la région parisienne. Et puis, la matinée, eh bien, comme nous sommes surveillants, les élèves sont occupés et on a quartier libre. On décide d'aller boire un café à Rambouillet. Donc, il nous faut traverser la forêt, très enneigée à ce moment-là. Donc, aucune voiture n'est encore passée. Et puis, au bord de la route, un peu plus loin, une centaine de mètres, on voit un personnage de dos qui avance, et puis en se rapprochant, bon, on voit un personnage bizarre, c'est-à-dire qui ressemble un peu à un vagabond d'une autre époque avec son baluchon sur le dos. Et puis, on passe devant lui, nos regards se croisent,
Et il a un regard inquiétant quand même. Et puis on se dit, qu'est-ce qu'il fait là à 10 heures du matin, là, en pleine forêt? C'est pas possible. Alors vite, je m'arrête, je fais demi-tour. Peut-être parcouru 50 mètres, demi-tour, et puis à l'endroit où on l'a vu, plus rien. On descend, aucune trace dans la neige, et puis là, on est obligé de se dire, là, il se passe quelque chose de paranormal, dans la mesure où on l'a quand même bien vu. On échange nos impressions, notre descriptif. On a bien vu ce personnage qui paraissait tout à fait réel, en chair et en os, et qui a disparu dans notre dos. Alors évidemment, il aurait fallu s'arrêter juste devant lui, et là, bon, peut-être qu'on l'aurait vu disparaître, en quelque sorte. Oui. Et donc, bon, ça c'est resté, bon, c'est un événement qui m'est resté en mémoire depuis lors, et je le revois encore, quoi. Voilà. Et puis le lendemain, un autre phénomène, alors ce qu'on appelle des phénomènes à effet physique, comme disait Alan Kardec, provoqués dans l'environnement d'un médium. Hein, il est évident donc que là, l'esprit qui s'est manifesté là, dans la forêt, eh bien, a puisé en fait une énergie chez Michel. Oui, vu qu'il était médium. Pour arriver à se rendre visible, je pense qu'il aurait même été palpable si on s'était arrêté. On aurait pu le toucher. Il était vraiment matérialisé, selon les termes. Bon, on a appris après dans l'histoire spirit que d'un point de vue expérimental, cela est arrivé de nombreuses fois, notamment dans les séances dites d'ectoplasmie, où là, ça n'est pas un phénomène spontané, mais lié à l'expérience que l'on fait. Oui, puis il y a eu beaucoup de travaux aussi hein, sur l'ectoplasmie. Voilà, il y a eu énormément de travaux, et c'est d'ailleurs en lisant tout cela que on a mieux compris ce qui nous était arrivé dans les premiers jours de notre aventure là. Et puis bon, autre événement aussi important, même que l'on peut retrouver d'ailleurs dans un livre que j'ai écrit il y a longtemps déjà, À la rencontre des esprits. Je raconte tous ces événements, et puis un autre vraiment là dans ces tout premiers jours où avec Michel on est en train de réfléchir, de discuter, et puis il y a une Bible qui se trouve là. Alors on ouvre la Bible pour regarder, sait-on jamais s'il y avait quelques révélations intéressantes en rapport avec les morts. Bon. Et puis mon poste de radio est allumé sur France Musique, on n'y prête pas attention, et je commence à lire un petit passage dans l'Apocalypse où là, je lis une première ligne et puis une deuxième, et j'entends en écho dans le poste de radio une voix féminine qui chante le texte que nous avions sous les yeux. Ah oui, c'est fou ça. Je lis la phrase suivante et le chant continue. Oui. Et bon, cela dure assez peu de temps, mais vraiment une très belle voix, un très beau chant avec un orchestre derrière où on reconnaît les instruments de musique, où on reconnaît un style qui serait plutôt classique entre Mozart et Beethoven, bon, un peu dans cette lignée-là. Et puis c'est le texte qu'on a sous les yeux. Et là, Michel prend peur et il dit arrête ça. Et je n'aurais pas dû obéir. J'éteins le poste, je le rallume, et puis là, c'est le programme normal qui était revenu. Donc là, on s'est longtemps interrogé sur ce phénomène qui n'est survenu qu'une seule fois, et on s'est rendu compte que quand on parle aujourd'hui de transcommunication avec des expériences qui sont très, très difficiles, très contraignantes, pour essayer d'obtenir une voix de l'au-delà ou un son. Là, on se rend compte en fait qu'on a vécu
une transcommunication spontanée. Oui, puis c'est involontaire finalement, parce que la C'est totalement transcommunication, involontaire. voilà, c'est ça. Enfin, spontanée et parfaite Et en parfaite, même temps, oui, d'accord. parce qu'il n'y avait pas de grésillement, oui. il y avait, le chant et la musique étaient très clairs. Puis en plus que ça correspondait au texte, ça c'est fou quand même en plus. Et je ne sais pas, et si on avait continué à lire le texte, bon, il y aurait sans doute eu une fin quelque part, je sais pas comment, mais là, je pense que c'est aussi tous ces phénomènes spontanés font qu'on est pris au dépourvu. C'est des choses que là, je vous raconte aujourd'hui et vous êtes obligé de me croire sur parole parce qu'on n'a pas de traces, évidemment. Hein, alors que quand c'est dans le cadre d'expériences, comme les expériences de manifestation d'esprit, d'apparition, d'ectoplasmie, là, évidemment, on attend le phénomène, on est prêt à l'enregistrer, à le photographier, etc. Donc c'est un cadre forcément différent, quoi. Oui, 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 bien sûr. Alors voilà parmi, et puis d'autres, des phénomènes de matérialisation qu'on a vécu aussi toujours dans ces premiers jours là, et où on a compris après en fait que les esprits voulaient nous faire un signe fort pour vraiment nous interpeller par des phénomènes physiques, et puis après ils sont passés à autre chose.